Monsieur le préfet de la région Limousin et préfet de la Haute-Vienne également, Laurent Quérel, en effet, vous aussi, la réorganisation des services de l'État, c'est une actualité pour vous. Oui, tout à fait, une actualité urgente et pressante. En matière de réforme, il y a deux façons de procéder. On peut se mettre dans des situations de posture ou dans des situations d'évolution. Les réformes s'accommodent assez mal des situations de posture. Je lisais encore récemment des déclarations, sûrement bien intentionnées, disant la réforme régionale à Limoges, c'est la disparition pour les services de l'État de 1500 emplois. Il y en a 950. Bien. Et sur ces 950, il y en a exactement dans les prévisions que nous avons faites avec mes collègues, en termes de départ possible à Bordeaux, 110. Donc je voudrais qu'on ramène les choses à leur juste proportion et que nous examinions ensemble d'abord l'objet et l'intérêt de cette réforme. Il n'est pas inutile de le rappeler. C'est une réforme nécessaire et urgente. Nous verrons ensuite comment l'État l'a abordée et les difficultés qu'il rencontre, parce qu'il y en a. Et puis, je vous donnerai, si vous le permettez, quelques pistes pour vos travaux de la journée. Tout d'abord, s'agissant de la réforme elle-même, il ne faut pas oublier qu'elle prend sa source dans une situation de notre pays au sein d'un ensemble européen qui exige que nous réformions aussi bien l'État que les collectivités locales, d'abord dans leur dimension européenne. Ce que veut le gouvernement et ce qu'a cherché le gouvernement, c'est de donner à nos régions une taille suffisante pour être à l'échelle mondiale et européenne des régions attractives, puissantes, et source de création d'activités économiques et d'emplois. Et il n'y a pas d'autre démarche dans la recherche du gouvernement que celle-ci. Le deuxième facteur qui a motivé la réforme des collectivités locales, c'est la crise de la démocratie locale. Vous qui êtes fonctionnaires territoriaux, vous êtes aux premières lignes, et vous savez très bien comme moi, et vous observez comme moi, notamment pour les plus anciens, que la participation aux élections locales est une participation qui est en baisse constante. C'est un danger majeur et mortifère pour la démocratie. Parce que la démocratie de notre pays, c'est vous, c'est les collectivités territoriales, c'est bien sûr la nation et l'État, mais c'est aussi et surtout les collectivités territoriales. Si nos concitoyens se désintéressent de la chose publique, cela nous interpelle au premier chef. Et ça nous interpelle parce que tout simplement, on se demande pourquoi. Et le pourquoi est très simple. Manque de lisibilité. Manque de lisibilité. On ne sait plus qui fait quoi, on ne sait plus qui est responsable de quoi, et la perte de citoyenneté est à la clé. Enfin, le dernier point, il ne faut pas se le cacher, c'est la situation budgétaire et financière de la France. En l'état actuel, pour la période 2008-2012, la dette de la France a augmenté de 450 milliards. Nous avons un taux d'endettement de notre pays qui est de 95%. Alors certes, on peut regarder avec intérêt que la situation des États-Unis est à 120% et du Japon à 130%. La belle affaire. Ce n'est pas parce que chez les autres ça va plus mal que ça va aller mieux chez nous. Donc il faut aussi que nous redressions la situation de nos finances publiques parce que la compétitivité mondiale de l'établissement public France est à la clé. Et que si on veut résorber le chômage, si on veut donner à nos enfants une situation économique et sociale stable et de vivre en paix comme nous l'avons vécu, nous, depuis des dizaines d'années, eh bien, il est urgent que nous travaillions sur ce sujet. Et dans ce contexte, et pas exclusivement, il y a la réforme nécessaire des institutions européennes, ce n'est pas l'objet d'en parler, il y a la réforme nécessaire des institutions nationales de l'État, et je rappellerai que la réforme de l'État est à l'ordre du jour permanent depuis maintenant une dizaine d'années, que ces 55 000 emplois qui ont été supprimés au niveau de l'État sur les 5 dernières années, et que donc chacun doit apporter sa contribution à la réforme. Et aujourd'hui, le débat est posé, il est vrai aussi, pour les collectivités locales. Il se pose
de deux manières. Il se pose d'une manière structurelle et d'une manière aussi conjoncturelle, c'est-à-dire sur la situation des finances publiques. Sur la situation des finances publiques, le débat est connu. Difficulté d'assumer et d'avoir une continuité de progression des dotations de l'État aux collectivités locales, difficulté même de les stabiliser et donc demande de contribuer à la baisse des dotations aux collectivités locales. Et je vous dirais franchement que cette baisse des dotations, qui je le sais inquiète beaucoup les élus, parce qu'elle a un autre corollaire, c'est que quand vous baissez les dotations de l'État, cela reporte la problématique de la dépense sur d'abord la maîtrise de la dépense dans les collectivités, premier point, et deuxième point, sur deux autres débats, leur capacité d'avoir appel à d'autres ressources, je veux parler de l'emprunt et de l'impôt. Et il faut le dire, beaucoup d'élus avaient beaucoup pris d'engagement en termes de stabilité de la pression fiscale. Et c'est vrai qu'il est difficile, dans un contexte où la pression fiscale de l'État, comme celle des collectivités locales, est forte, il est difficile de maîtriser ce point. Donc une réforme qui est nécessaire parce qu'elle permet justement de trouver des réponses à ces interrogations. La première réponse, je l'ai dit, le renforcement des régions par mutualisation des régions. Je regarde avec intérêt, je dois dire, parfois les sanglots régionalistes sur les régions qui disparaissent. C'est peut-être un peu oublié rapidement qu'elles sont nées sous la 4e République de la volonté de l'État de créer des préfets de région, d'accord ? C'était donc pas des collectivités locales, que de leur création dans les années 40, en 1946 jusqu'en 1979, elles sont restées sans suffrage universel, et qu'elles étaient des pures créations administratives. Et mieux, on les avait découpées de telle manière qu'elles ne correspondent absolument pas aux régions de l'Ancien Régime, et donc qu'elles ne correspondent absolument pas à des organisations territoriales préexistantes. Donc, gardons-nous d'y voir tout d'un coup une atteinte, parce qu'on les fusionne, à l'expression d'un régionalisme multiséculaire. Elles sont tout simplement fusionnées parce qu'elles ne correspondent plus à la donne internationale, je l'ai dit, et nationale de la France. Alors cette fusion, elle est nécessaire pour des raisons de force de frappe, elle est nécessaire pour des raisons de puissance organisationnelle. Pour ce qui concerne l'État, qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Il se passe que, comme les collectivités territoriales que sont les régions, organisations en collectivité, l'État fait la même chose. Il fait la même chose et au même moment. Il serait quand même curieux d'avoir 3 régions, par exemple, qui fusionnent dans notre grand sud-ouest, et puis que de l'autre côté, on ait 3 préfets de région qui restent là, et que le futur président ou présidente du conseil régional est en face de lui que 3 préfets de région. Donc c'est tout simple, l'État a décidé de se réformer au même moment que les collectivités territoriales. Le dispositif, donc, c'est de créer un seul préfet de région. Donc la première victime de la réforme, c'est moi. Je ne m'en plains pas, je vous rassure tout de suite. Mais de créer un seul préfet de région, et ce préfet de région, il est prévu qu'il soit à Bordeaux. Il sera à Bordeaux. Et puis après, le débat qui s'est posé, c'est de savoir comment on organisait les directions régionales et comment, dans un ensemble à 13 départements, on allait fonctionner, alors que jusqu'à présent, on fonctionnait dans des ensembles beaucoup plus petits. Et que les relations, notamment avec les préfets de département, entre préfet de région et préfet de département, sont des relations qui changent, et ils vont changer. Alors, le débat est en cours, mais a déjà été partiellement arbitré par le Premier ministre sur proposition conjointe du préfet préfigurateur, mon collègue Pierre Dartout, qui est à Bordeaux, qui travaille en étroite concertation avec ma collègue Christiane Barré à Poitiers et moi-même. Et nous avons proposé au Premier ministre, qu'il a accepté, une réorganisation que je vais très rapidement vous décrire pour vous dire dans quelle mesure ce n'est pas la révolution. Cette réorganisation, c'est vrai, le préfet de région sera à Bordeaux. C'est vrai que le secrétariat général aux affaires régionales du préfet de région sera à Bordeaux. Et c'est logique. Donc ça veut dire que le secrétariat général aux affaires régionales de Limoges et de Poitiers disparaît. Effectifs globaux des 2 réunis qui disparaît, ça fait 30 personnes. Bien.
30 personnes qui sont, pour une large part, au moins pour un bon tiers, des chargés de mission qui appartiennent de catégorie A ou A+, comme on dit, et qui appartiennent à des ministères qui ont déjà prévu de les réinstaller dans d'autres postes. Et puis, il y a le reste des effectifs qui est constitué du cadre national des préfectures. Le cadre national des préfectures, il a vocation à, comme son nom l'indique, travailler dans les préfectures. Il était mis en détachement, en réalité, dans les gares. Donc il va revenir tout simplement dans les préfectures. Parce qu'il y a un autre sujet dans la réforme du côté de l'État, c'est que du fait de l'amplification de la taille des régions, il nous est demandé aussi parallèlement de fortifier l'échelon départemental. Et ça s'explique très bien. Si l'échelon régional s'éloigne du terrain, c'est l'échelon départemental qui doit être à proximité du terrain. Et donc, tout simplement, nous réaffectons une partie de ce personnel dans l'échelon départemental. Les directions, pour l'essentiel, celles qui ont une activité économique, sont des directions qui seront à Bordeaux. C'est logique. Le préfet de région, qui est l'interlocuteur du président de région, doit avoir les mêmes possibilités de discussion en matière économique, alors que c'est demain la compétence de droit commun des régions. Ils doivent avoir la même possibilité de discussion, et donc on doit avoir au même endroit la direction des finances publiques, la directe, etc. Et puis, nous avons eu un souci tout simplement d'équilibre territorial. Et ce souci d'équilibre territorial consiste à maintenir dans des anciens chefs-lieux de région des directions régionales. À Poitiers, ce sera la DREAL. À Limoges, ce sera la DRAF. Et nous avons eu le souci aussi de ne pas totalement abandonner l'échelon territorial. Ce qui fait que, par exemple, à la DRAF, il y aura la DRAF à Limoges, pleine et entière, quoi qu'on en ait dit. Et d'autre part, il y aura des services qui seront à Bordeaux et à Poitiers, de la DRAF, qui seront des services tout simplement de proximité pour tenir compte des savoir-faire qu'ont les fonctionnaires, des savoir-faire spécifiques adaptés aux sous-ensembles régionaux qu'ont certains fonctionnaires. Le pôle viticole de la DRAF, il sera à Bordeaux, ça paraît logique. Le pôle production végétale, il sera à Poitiers. Le pôle production animale, il sera à Limoges. Tout le monde a compris pourquoi. Il suffit de regarder la carte et de regarder les productions qu'il y a dans les différents ensembles régionaux. Et puis le deuxième point, ce à quoi je me suis personnellement attaché, c'est aussi d'avoir non seulement une limite dans la mobilité géographique, car je rappellerai que la mobilité géographique, elle coûte cher. Chaque fois que vous déplacez un fonctionnaire, il faut payer des frais de réinstallation, etc., qui coûtent relativement cher au budget de l'État. Donc nous n'avons pas intérêt à déplacer les fonctionnaires par caprice ou inutilement. Donc dans le strict souci du respect des deniers de l'État et de la bonne organisation de l'État, nous avons fait en sorte que les fonctionnaires soient surtout mobiles fonctionnellement et pas géographiquement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut aussi s'adapter à une nouvelle donne, c'est celle du monde moderne, c'est qu'on peut travailler à distance, c'est qu'on peut faire du télétravail, c'est qu'on peut faire de la visioconférence, en deux mots comme en un, on n'a pas besoin d'être physiquement au même endroit pour travailler ensemble. Et ça, c'est une donne aussi que nous intégrons dans l'organisation future. Vous comprenez que quand on est sur une région qui va avoir la superficie de la Suisse, comme l'a rappelé le président Van den Broek, où lorsque pour aller du nord au sud, il faut en moyenne 4h30 pour se déplacer, il est hors de question d'avoir des fonctionnaires qui se déplacent en réunion pour se rencontrer les uns les autres. C'est donc sur les formes modernes de communication et d'organisation que nous avons engagé une réflexion. Et puis, le dernier point, c'est que je me suis attaché aussi à faire en sorte que la ville de Limoges, qui effectivement, comme Poitiers, va perdre son statut de ville régionale, ait des compensations. C'est une compensation que je pourrais appeler une surcompensation. Ma collègue de Poitiers va bénéficier d'une déconcentration de l'INSEE. Pour ma part, j'ai candidaté sur la création, car il s'agit d'une création, pas d'un transfert, la création d'un nouveau service qui est la commission du contentieux pour les procès-verbaux, qui est créée par la loi MAPTAM. Vous savez que les procès-verbaux vont être, les revenus des procès-verbaux vont être dorénavant alloués aux collectivités locales et que nous savons que cette activité génère un contentieux administratif, notamment, extrêmement lourd. La potentialité de ce transfert fait que sur l'arrivée
du dispositif qui est prévu pour 2018, il y aurait 200 fonctionnaires de plus à Limoges, mais que le potentiel de développement peut aller jusqu'à 800, voire 1000 fonctionnaires. Donc vous voyez bien que 110 s'en vont. Il va y avoir de l'ordre de 40 fonctionnaires qui vont arriver par la création de la DRAF Grande Région à Limoges. Et vous avez en plus un potentiel qui va de 200 à 800 minimum, qui va arriver en plus. Donc de grâce qu'on ne nous dise pas qu'on est en train de déshabiller Limoges. Il y aura une activité importante à Limoges, et Limoges, qui est la deuxième ville métropolitaine de la Grande Région, aura et gardera ce statut de deuxième ville métropolitaine. Et j'en prendrai pour exemple aussi d'autres aspects de la réforme. Aujourd'hui, nous nous sommes battus, les uns et les autres, pour faire en sorte que l'organisation en matière d'éducation nationale ne soit pas un retour en arrière. Et notamment qu'il n'y ait pas la suppression du rectorat de Limoges. C'est une chose acquise. Il y aura un recteur, organisateur, préfigurateur à l'échelon de l'académie, de la grande académie, qui sera certes à Bordeaux, mais il y a maintien d'un recteur à Limoges, il y a maintien d'un recteur à Poitiers. Et pour aller plus loin, Madame la Présidente de l'Université est là, il y a une réunion des universités qui est la commu, qu'on appelle la commu, et la commu reste inchangée. Et cette commu, elle réunit qui? Elle réunit Poitiers, Limoges et la région centre. Et on n'y touche pas. Donc, vous voyez bien que nous avons une réforme qui est une réforme qui est, je crois, avant tout une recherche d'efficience plus qu'un bouleversement. Comment améliorer l'utilisation, la meilleure utilisation d'un euro en matière de fonds publics. Et cette démarche, eh bien, ça va être aussi la vôtre. Parce que ça va être la vôtre tout simplement parce que la fusion des régions, dans le contexte de réforme des collectivités territoriales que j'évoquais, eh bien, elle se pose aussi pour tout le monde. Et elle va se poser pour vous à l'échelon régional, à l'échelon des intercommunalités aussi. Je vais proposer, comme l'a rappelé Gérard Vandenbroek lundi, ma proposition d'application de la loi NOTRe en matière de réforme intercommunale. Je vous dis tout de suite, ça ne va pas être là non plus la révolution, mais il y aura des fusions de communautés de communes. Et ces fusions, je les propose de manière assez simple, c'est-à-dire en appliquant strictement la loi. Et puis je laisserai les élus y réfléchir, parce que s'ils veulent avoir des contre-propositions, bien évidemment, on les prendra en compte, pour peu que, bien évidemment, elles respectent les objectifs de la loi. Ça va se traduire par quoi? Ça va se traduire par la suppression de 7 intercommunalités, communautés de communes, dans le département de la Haute-Vienne. On est loin, là aussi, d'un bouleversement considérable. On pourrait même me reprocher de ne pas en faire assez. Bien. Mais faisons ce qui est possible de faire et faisons-le bien, c'est ma proposition. Enfin, le dernier point, et vous l'avez mis à votre ordre du jour, au-delà de l'efficience, il y a aussi le problème du statut de la fonction publique. Alors là, je veux dire, c'est la bouteille à l'encre. Sur le statut de la fonction publique, notamment territoriale, mais aussi de celle de l'État, on entend beaucoup de choses. On a eu l'époque où il fallait fusionner les 3 statuts. Fonction publique d'État, fonction publique territoriale, fonction publique hospitalière. On a l'époque maintenant où on dit qu'il est inadapté. Bien. En réalité, je crois que la chose la plus importante dans ce domaine, et avant de toucher au statut, c'est de regarder ce que nous ouvrent en possibilité de gestion les statuts, en gestion des ressources humaines et en gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Parce que dans le cadre même des statuts, nous n'utilisons pas, ni les uns ni les autres, tout ce qui nous est offert. Commençons donc par utiliser les outils qui nous sont donnés avant de commencer à en inventer d'autres. Ça permettra aux uns et aux autres d'aborder ces réformes l'esprit serein, avec les vrais débats. Et les vrais débats, j'y reviens, c'est de faire en sorte que nous aboutissions sur ces réformes parce qu'elles sont nécessaires et urgentes, parce que demain, si nous ne les avons pas faites, alors là, oui, l'autre débat sera posé.
Qu'est-ce qu'il faut supprimer comme collectivité locale? Qu'est-ce qu'il faut supprimer comme service de l'État? Comment supprimer le statut des fonctionnaires? Oui, si on ne rentre pas dans la réforme et maintenant de manière urgente, alors demain, oui, effectivement, la survie de services publics sera posée. Et donc, il faut que nous profitions de l'opportunité qui nous est donnée aujourd'hui pour agir. Comme Gérard Vandenbroek, je vous dis toute ma confiance pour aboutir à ce résultat. Je vous dis aussi tout mon appui. Parce que, bien évidemment, vous êtes fonctionnaire en collectivité locale, et vous vous dites, qu'est-ce que le préfet peut me donner comme appui? Tout simplement, d'abord, vous faire bénéficier des expériences que nous avons pu avoir, et puis avoir une concertation étroite avec vos élus, pour faire en sorte que, à l'écoute de ce qu'ils ont à me dire de votre part, nous ayons ensemble une démarche commune, parce que ce que nous gérons aujourd'hui, je l'ai dit, c'est l'avenir de nos collectivités, c'est l'avenir du service public, mais c'est aussi l'avenir de la démocratie. Merci de votre attention. Merci à vous, Monsieur le Préfet. Je vais vous demander de laisser place pour nos intervenants de la première table ronde qui sera un peu plus féminisée que les interventions qui viennent de nous être faites. Merci à vous, en tout cas, messieurs.